Le président de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire chez le président du Faso, Issouf Bakayoko, présent à Ouagadougou dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux institutions ivoiriennes et burkinabè en charge des élections, est allé rendre une visite de courtoisie à Blaise Compaoré. Et puis nous aurons dans ce journal quelques dossiers importants examinés ce jour à la réunion hebdomadaire du gouvernement. On retient que le Conseil a prononcé la dissolution de 6 conseils municipaux et évoqué des questions de production et de croissance économique. Et en République centrafricaine, les autorités peinent à rassurer les populations de Bossamboa. Les anti-Balaka sèment toujours la terreur dans les rues et les populations ne savent plus à quel sein se vouer. C'est donc le menu de cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Direction le palais de Kosiam, donc, où le président du Faso a reçu en début de soirée le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, Issouf Bakayoko, qui est présent à Ouagadougou, pour des échanges avec le président de la CENI du Burkina Faso en vue de renforcer les relations de coopération entre les deux institutions. A mis à profit son séjour pour rendre une visite au président du Faso sur la teneur des échanges avec Blaise Compaoré. Nous écoutons le président de la CEI au micro de Salinana. Le président du Faso, comme vous le savez, a été, les dernières années, le facilitateur du dialogue inter-ivoirien. Et le dernier accord que nous avons signé, qui s'appelle d'ailleurs l'accord de Ouaga, s'est passé ici, au Burkina. Il était bon que je vienne le voir également pour lui dire merci. Merci pour son assistance, pour son aide, ses conseils avisés qui nous ont permis de traverser la période difficile que nous avons connue et que chacun appelle la crise post-électorale. Donc nous sommes venus le voir pour lui dire merci pour tous les conseils qu'il nous a donnés et lui demander aujourd'hui encore de continuer à nous appuyer. Aujourd'hui, tout se passe, je dirais, normalement. Le chef de l'État, comme vous le savez, a commencé depuis le lundi dernier une visite de la localité du centre, des localités du centre, et donc il va poursuivre cela. Ensuite, sur le plan du gouvernement, mais je ne suis pas habilité à parler ici au nom du gouvernement, mais sur le plan du gouvernement, l'on constate que les choses se font normalement également, et chacun reconnaît que il y a une reprise des activités ou de l'activité en Côte d'Ivoire et petit à petit, les gens voient bien que tout se remet en place. Le Conseil des ministres, en sa séance d'aujourd'hui, a prononcé la dissolution de 6 conseils municipaux de communes. Il a également autorisé la naturalisation d'une trentaine de personnes et adopté un avant-projet de loi sur le statut de la garde de sécurité pénitentiaire. Des questions d'ordre social relatives à l'enfant ont également été examinées. Suivons Oswald Gaëtan Segueda sur ce dossier. Le 37e Conseil des ministres de l'année 2013 a décidé de la dissolution de 6 conseils municipaux de communes pour dysfonctionnement grave. Depuis les élections de 2012, il y a un certain nombre de communes qui n'ont pas pu fonctionner. En fait, les cas divergent. Il y a une commune, par exemple, comme Yamba, où on n'a même pas pu mettre le conseil municipal en place. Ensuite, il y a certaines communes qui n'ont pas pu fonctionner. Donc, conformément au Code général des collectivités, il fallait procéder à la dissolution de ces conseils municipaux et procéder à de nouvelles élections. Il s'agit donc de la commune de Yamba, à l'est, comme je le disais, de la commune de Bagré, dans le centre-est, de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, de la commune de Pensa, dans le centre-nord, de la commune de Dandé, dans la province du Houé, région des Hauts-Bassins, de la commune de Soubakagnédougou. Ça, c'est dans les cascades. La stratégie nationale de déconcentration administrative pourrait mieux accompagner la décentralisation. Ce plan d'action a pour ambition d'enrayer dans notre pays, à l'horizon 2015, les pires formes de travail des enfants. Et il prévoyait la mise en place d'un comité national pour coordonner la lutte dans ce domaine-là. À l'action sociale, l'heure est à la sensibilisation pour l'adoption des enfants en difficulté. Nous avons constaté sur le terrain que c'est l'adoption internationale qui prend le pas
C'est-à-dire, c'est de l'extérieur qu'on vient adopter nos enfants. Sur le plan national, ce n'est pas évident. Cette campagne que nous allons organiser à partir du 28 va prendre un temps, 3 mois environ, pour expliquer un peu le fondement et les raisons pour tout citoyen de créer les conditions pour adopter ces enfants qui sont seuls au monde, comme on dit. Cette stratégie d'adoption pourrait leur éviter les pires formes de traitement dont certains sont victimes. Il s'agit, par cette stratégie, de rapprocher davantage l'administration de l'administré, de moderniser notre administration de manière à ce qu'elle soit plus efficace sur le terrain. À la justice, 33 personnes ont été naturalisées burkinabè et la garde de sécurité pénitentiaire bénéficie de nouveaux statuts. C'est un avant-projet de loi qui prend en compte les aspects spécifiques du corps, du personnel de la GSP. Et je pense que c'est quelque chose qui va véritablement renforcer la cohésion au niveau du corps. Les tout nouveaux citoyens burkinabè ont rempli les conditions de naturalisation, dont les 10 ans de résidence sur le territoire burkinabè. Des questions de production et de croissance économique étaient également à l'ordre du jour de cette réunion hebdomadaire des ministres. Des unités industrielles en difficulté, la campagne de production de saison sèche et le projet de développement de l'élevage laitier ont fait l'objet de questions orales. Nous suivons toujours Oswald Gaëtan Segueda qui nous propose la synthèse. Après les pluies, place à la campagne de production de saison sèche pour pallier les déficits. La campagne sèche est extrêmement importante parce que ça permet aux producteurs qui ont aussi connu des difficultés au cours de la saison pluvieuse en termes de poches de sécheresse, là où il y a le potentiel en termes de périmètre irrigué, de se rattraper dans la production. Cette campagne pourrait accompagner la croissance économique dans le secteur agricole, dont le programme sera lancé le 7 décembre prochain. C'est un projet d'un montant de 33 milliards, un peu plus de 33 milliards, et ce projet va couvrir 5 régions. La région du centre-est, la région du centre-ouest, la région du nord, la région du Sahel. Alors, ce projet vise à renforcer un certain nombre de filières stratégiques, notamment le maïs, le niébé, la filière bétail-viande, la gomme arabique et la filière qualité. Les fruits de cette croissance vont permettre le développement de l'élevage laitier, un projet qui tient à cœur le gouvernement. Ce projet, qui va couvrir un rayon de 5 km autour de Ouagadougou, va donc inclure 7 régions, 16 provinces et 91 communes qui vont donc travailler simplement sur la base, de l'acquisition d'animaux, des vaches laitières notamment, sur la base également de création de centres de collecte. Celui qui produit le lait ne fait que produire. Il y a une autre structure qui va collecter le lait. Ensuite, il y a à la clé une usine de transformation en lait UHT, c'est-à-dire que l'on peut conserver sur plus de 6 mois. 4 unités industrielles sont en difficulté et le Conseil a statué sur leur sort. D'abord la STFL, qui est la société de transformation des fruits et légumes, qui était un projet, mais qui maintenant est une société d'économie mixte, qui devait en principe démarrer d'ici fin décembre pour la production. Mais malheureusement, nous avons vu qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont présentées. L'État va se retirer et céder au privé, en tout cas la gestion de cet outil. Pour Brafaso, donc pour l'État aussi, ce n'est pas dans son métier de produire de la bière naturellement. Nous allons nous retirer. L'État, en tout cas, va se retirer totalement. Au niveau de la minoterie du Faso, qui est la SNGMB, qui était en arrêt, là, l'État a souhaité vraiment que nous puissions réactiver et nous avons donné des instructions pour que le directeur général soumette un plan de développement d'ici la fin du mois. Donc, qui va permettre de relancer dans la zone de Banfora cette unité qui est importante. Enfin, vous avez Fasotex, qui était à Koudougou, qui malheureusement est aux arrêts. L'État va dénoncer le contrat et reprendre son unité pour la mettre en activité. Dans tous les cas, l'État va céder ses unités industrielles au privé sans pour autant leur tourner dos. Vous aurez bien sûr l'intégralité du compte-rendu de ce Conseil des ministres à l'issue de cette session d'information. Nous allons à Dori où les grands chantiers du 11 décembre sont à un taux de réalisation de 90%. Les infrastructures dans l'ensemble sont au stade de finition, une avancée significative qui vient dissiper toutes les appréhensions. Le Premier ministre a effectué une ultime visite lundi dernier pour
pour surtout se rassurer de la qualité des infrastructures. Le point de la sortie avec Maxime Zongo. Pour cette ultime visite des infrastructures du 11 décembre à Dori, le chef du gouvernement qui voulait avoir une vue d'ensemble s'est rendu au niveau de tous les chantiers majeurs. Au total, ce sont 7 sites qui ont été visités. Au niveau de la Cité des Forces Vives, le taux d'exécution est estimé à 99%. Autre site d'hébergement, les villas de la Caisse nationale de sécurité sociale totalement achevées et qui n'attendent que ses occupants. La salle polyvalente de spectacle, la place de la Nation, la voie du défilé, le pied-à-terre du président du Faso, la piste d'atterrissage, l'hôtel Bourgou Sébi, ce sont là les autres chantiers également visités. On peut être globalement satisfait. Les objectifs majeurs de départ ont été atteints. Et l'État a rempli pratiquement son contrat. En ce qui concerne ses engagements, je veux dire la salle de spectacle, la voirie, l'aire, la réception, la place de la Nation. Tout ça c'est terminé pratiquement à 99%. Il y a quelques réajustements à faire. Au niveau donc des privés, je pense à la Cité des Forces Vives. Là également ce matin nous avons pu constater que entre notre dernier passage aujourd'hui, il y a eu vraiment beaucoup de progrès. Les villas que nous avons identifiées, la centaine, il y a de cela quelques semaines, sont pratiquement terminées pour accueillir les visiteurs. Et je note vraiment avec satisfaction les villas de la Caisse nationale de sécurité sociale qui vont servir d'auberge. Et c'est en 2 mois, donc on a pu ériger près d'une vingtaine de bungalows. À l'issue de la visite des chantiers, Luc Adolphe Thiao, comme à l'accoutumée, a tenu à rencontrer l'ensemble des acteurs pour mieux apprécier ce qui reste à faire. Après avoir écouté les uns et les autres, des instructions ont été données afin d'aplanir les dernières contraintes. La science, la technologie et les acteurs de la recherche scientifique désormais au centre du processus de construction d'une nation moderne. L'Assemblée nationale confère ce rôle primordial à travers le projet de loi portant orientation du secteur de la recherche et de l'innovation adopté hier par les députés et cela suivant la vision stratégique prioritaire du gouvernement. Le vote de cette loi sur la recherche scientifique avec Oumarou Morumenga. Un nouveau socle juridique porte désormais le secteur de la recherche scientifique et de l'innovation au Burkina Faso. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. À l'unanimité des 108 votants, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi portant loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation. Selon la commission saisie au fond, cette loi participe à l'émergence d'une société fondée sur le savoir et imprégnée d'une culture scientifique de qualité. Cette loi permettra de consacrer la recherche scientifique comme facteur essentiel de développement socio-économique et culturel du pays. La loi prévoit également la mise en route d'un panier commun de l'État et de ses partenaires pour orienter le financement de la recherche vers les priorités de développement du Burkina et la création d'un haut conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation. De l'avis du ministre Isaïe Konaté, l'élaboration de cette loi s'est voulue avant tout participative. Nous avons commencé le processus en avril 2012 et ce processus a commencé par la mise en place d'un comité de rédaction. Il y avait en tout 8 départements ministériels représentés, mais plus aussi des personnes ressources venant notamment des utilisateurs des résultats de la recherche. Et nous avons aujourd'hui un texte consensuel, équilibré, avec lequel il faut démarrer. C'est à l'épreuve du terrain qu'on apporte des améliorations à la loi. Avec une loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation, la communauté scientifique burkinabé pourra accroître l'accumulation des connaissances dans les secteurs socio-économiques et environnementaux pour un mieux-être des populations. Une loi qui devrait par ricochet encourager la valorisation des résultats de la recherche. Chercheurs et innovateurs dans cette dynamique ont choisi de s'organiser en réseau de compétences et de partenaires techniques, donc avec pour
ambition d'élaborer une stratégie nationale pour mieux tirer profit du fonds d'aide à la promotion de l'invention et l'innovation. Cette rencontre de formalisation de ces réseaux a eu lieu à Banfora à l'initiative du Centre national de la propriété intellectuelle en collaboration avec l'OAPI. Sanoua Christine Koulibaly. La promotion et la valorisation des inventions et des innovations restent un grand défi pour les États et les chercheurs africains. Fort de ce constat, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI a mis en place le Fonds d'aide à la promotion de l'invention et de l'innovation FAPI. Un fonds qui recommande aux États membres la création d'un réseau de compétences et de partenaires techniques pour l'innovation technologique. Une des raisons d'être du présent cadre d'échange qui regroupe chercheurs, innovateurs et cadres de la fonction publique burkinabé. Ce réseau a pour principale mission de mettre en place un cadre approprié et une stratégie de développement de la politique nationale de valorisation même de la recherche et des activités d'innovation. Cet atelier marque donc le point de départ de la formalisation de ce réseau qui doit dégager des stratégies pour mieux tirer parti des opportunités d'appui technique et financier du FAPI afin de donner plus de visibilité aux résultats de la recherche burkinabé. Généralement, on s'occupe beaucoup plus du volet recherche que de la valorisation. Et nous voulons quand même mettre un accent particulier sur la valorisation. Nous avons des chercheurs, nous avons des inventeurs que vous avez dû voir dans la salle et qui font donc un beau travail. Mais malheureusement, le constat est que après donc le résultat de la recherche, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Une question qui trouvera certainement une réponse au sortir de ces 2 jours d'échange, car les procédures d'accès au FAPI, les objectifs et les missions de l'OAPI, ainsi que son système de protection n'auront plus de secret pour les participants. Dans l'espace CEDEAO, l'on est dans une dynamique commune de renforcement du mécanisme de protection de l'enfant. Les experts des questions de protection de l'enfant des 15 pays donc sont réunis à Ouagadougou pour parler de cette synergie d'action et de mesures en faveur des enfants vulnérables en général, avec une touche particulière à ceux migrants. Claudine Bikaba. Malgré plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux dans la sous-région, la traite et le trafic des enfants persistent. Le Service social international suisse SSI s'est positionné comme un facilitateur de la création d'un réseau Afrique de l'Ouest RAO pour la protection des enfants. C'est la 9e session de ce réseau qui se tient à Ouagadougou sous le thème renforcement du mécanisme régional de coopération, la qualité et la durabilité des mesures de protection et de réintégration des enfants en situation vulnérable et en particulier des enfants migrants. Nous qui sommes les acteurs du mouvement, qui préparons l'avenir de ces enfants, que nous puissions nous retrouver, échanger et voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer nos stratégies afin que cela soit quelque chose de très pertinent et très positif pour la lutte, afin de protéger les enfants. L'idée, c'est vraiment assurer un travail opérationnel, c'est-à-dire concrètement avoir une procédure qui permet à chaque enfant qui se trouve dans un autre pays, de réintégrer dans son pays, mais pas seulement de le rapatrier, de le réintégrer réellement en donnant des possibilités à cet enfant. Il s'agira pour ces 80 participants venus d'Europe et de l'Afrique de l'Ouest de travailler sur le renforcement des réseaux au niveau national, de réfléchir sur l'accompagnement des enfants, de travailler sur la manière de mutualiser les ressources en matière de prise en charge, mais également sur la dynamique des accords bilatéraux et multilatéraux. Ce mécanisme d'IRAO est un relais entre l'État et la société civile en vue d'avoir de la qualité dans la prise en charge des enfants vulnérables en Afrique de l'Ouest. Et puis cette petite piqûre de rappel sur le rôle et les missions des cellules environnementales au sein des départements ministériels. Les responsables du département de l'environnement étaient face aux acteurs de ces cellules sur les possibilités de relance donc de ces activités, de ces outils importants. Nathalie Savadogo Nabaloum.
Ces responsables des cellules environnementales des différents départements ministériels échangent avec ceux du ministère de l'Environnement et du Développement durable sur le bilan des activités menées au cours des années écoulées. Des échanges qui visent à faire ressortir leurs préoccupations et à émettre des suggestions pour une meilleure opérationnalisation de leur structure. La thématique relative à l'environnement occupe et occupera de plus en plus une place dans notre vie. Le gouvernement donc a pris un décret qui institue cela, donc nous avons pensé qu'il faut que nous nous réunissions pour échanger, pour que chacun nous dise qu'est-ce que j'ai pu faire au niveau de ma cellule ministérielle en ce qui concerne l'environnement. Quelles sont les difficultés que je rencontre, pour que nous puissions partager ces difficultés-là et voir quelles sont les pistes de solutions. La création de ces cellules dans les différents départements ministériels, faut-il le rappeler, a été adoptée par décret le 7 mars 2008. 5 années après, force est de constater que sur 35 ministères, seulement 19 ont pu mettre en marche leurs cellules. D'où le cri de cœur de Salif Ouedraogo. Je les interpelle 3 fois, parce que l'environnement, le domaine, la thématique de l'environnement est transversale. L'environnement touche à tous les aspects de la vie socio-économique du pays. L'environnement touche à tout. Donc à ceux qui n'ont pas encore mis en place les cellules environnementales, je leur lance un cri de cœur pour que ces cellules soient opérationnelles. S'il y a des difficultés de mise en œuvre, nous sommes prêts pour les aider, pour qu'ensemble donc, nous opérationnalisons ces cellules-là. Les cellules relais ont pour mission de contribuer à la prise en compte des préoccupations environnementales et leur intégration dans la conception et la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement au sein de leurs départements respectifs. À cet effet, le département de l'environnement prévoit l'institutionnalisation des rencontres périodiques et individuelles avec chaque département, les miniers et les services privés. L'appel à la mobilisation contre l'insécurité routière a eu lieu cette année à Dori. Le message était à la promotion des bonnes pratiques et l'implication massive des populations dans le combat contre la recrudescence des accidents de la circulation. Les temps forts de cette journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière avec Maxime Zongo. Instituée le 3 décembre 2008 en souvenir au douloureux accident de Boromo, la journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière, célébrée cette année à Dori, est à sa 5e édition. Par cette décision, le gouvernement entend conscientiser davantage les usagers sur la nécessité du respect des règles de sécurité routière. La route, malheureusement, tue. Et continue de tuer au Burkina. Et nous disons qu'on n'a jamais assez sensibilisé. On n'a jamais assez informé. Et il faut que nous puissions mener pratiquement au quotidien ces actions d'information et de sensibilisation pour avoir des changements de comportement dans la circulation. Contre l'insécurité routière, mobilisons-nous, c'est le thème de cette 5e journée. Une interpellation à tous pour une implication effective dans la promotion du civisme par l'adoption de bonnes pratiques. Cette journée, c'est pour surtout disséminer les bonnes pratiques pour permettre à la route d'être un lieu convivial. On exploite le même espace, mais il faudrait qu'en exploitant le même espace, nous restions respectueux les uns envers les autres. Au programme des séries de communication autour du thème, des séances de sensibilisation au niveau des lieux publics, notamment dans les établissements, des émissions radiophoniques et télévisuelles. L'Office national de la sécurité routière, qui est au centre de cette campagne, s'est engagé à multiplier les initiatives à travers la sensibilisation, mais aussi la répression, afin de contribuer à réduire significativement les situations dramatiques sur nos routes. L'édition 2013 de la Foire internationale du livre de Ouagadougou se focalise sur la diffusion des livres scolaires. Entre foire et colloque, la philo cette année intègre les langues nationales. Ce rendez-vous de la promotion du livre et de la lecture fera bien sûr le bonheur des auteurs, éditeurs, libraires et bien sûr lecteurs et grand public durant 5 jours. Invité d'honneur de la philo 2013, Maître Titenga Frédéric Passéré pour son importante production littéraire et sa grande renommée internationale. Karim Patrick Namouano. La page de la Foire internationale du livre de Ouagadougou s'ouvre
Le livre des milliers de lettres de l'alphabet imprimé sur du papier est encore à l'honneur, et ce, pour la 12e fois dans la capitale, Ouagadougou. Écrivain prolixe, l'homme à la plume féconde, Maître Titenga Frédéric Passéré est l'invité d'honneur, tout comme Chinua Achebe, écrivain émérite du Nigeria, ils auront des journées d'hommage. Tribune de promotion du livre et de la lecture, la Foire internationale du livre de Ouagadougou veut renforcer cette année la lecture auprès du public, de l'éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, d'où la signature de ce protocole d'accord entre les ministres concernés. La Philo 2013, c'est 5 pays invités, 63 stands, des milliers de livres tous genres confondus qui seront vendus ou exposés, avec une innovation majeure, la promotion des langues nationales. Le gouvernement mène une politique volontariste en matière d'alphabétisation. Nous avons de plus en plus de centres d'alphabétisation, nous avons de nombreux apprenants et je pense que l'une des manières pour véritablement créer l'engouement, susciter l'envie justement de se faire alphabétiser en langue nationale, il faut que ces apprenants-là puissent disposer d'ouvrages qui soient en langue nationale. L'édition et la diffusion du livre scolaire au Burkina Faso constituent le thème de réflexion de la philo avec en toile de fond la culture des habitudes de lecture dès la petite enfance et des échanges entre les auteurs et les élèves. L'accord que nous avons signé doit nous permettre effectivement d'envisager assez régulièrement, en tout cas un changement au moins de sélection d'un ensemble de livres d'auteurs, notamment des auteurs burkinabés. Et en ce moment-là, le ministère de chercher effectivement les financements pour effectivement procéder à l'édition de ces livres, et soutenir par là les auteurs nationaux et les publications, y compris les éditeurs. Des ateliers d'écriture, des séances de lecture publique, des cafés littéraires sont autant de cadres de rencontres inscrits à l'édition 2013 de la Philo. Et un deuxième CFOL, on encourage absolument la coproduction entre les chaînes nationales et les producteurs privés. Un partenariat indispensable si l'on veut relever le défi de la qualité et du respect des normes des productions selon les professionnels de l'audiovisuel francophone. Une collaboration bien appréciée à Ouagadougou par les différents acteurs qui ont mis à profit ce cadre pour un partage d'expériences entre producteurs et diffuseurs. Yolande Lompo. Invité à cette tribune pour échanger avec les chaînes publiques, le président directeur général de Padou Film International, Jean Padou-Tem, dit attendre des accords de coproduction et de partenariat entre le privé et le public pour être compétitif. Ce partenariat est essentiel pour relancer les films africains qui ne sont plus visibles sur les écrans européens. Et pour mieux convaincre producteurs et diffuseurs que cette coproduction présente certains avantages, l'occasion leur a été donnée d'apprécier quelques minutes de bandes annonces sur des séries policières et sur la vie du célèbre joueur camerounais réalisé par sa société. Une société indépendante créée en 1992 et spécialisée dans la production de documentaires, de courts et longs métrages et dans les ventes d'œuvres destinées au large public. Vous avez vu dans la salle que les débats sont nourris. Il y a des expériences qui se partagent entre professionnels et je crois que chacun apprend de l'autre et on sait exactement quelles sont les attentes des diffuseurs. Nous, en tant que producteurs, les diffuseurs savent quelles sont les difficultés des producteurs et ce n'est que cette synergie qui peut aider à la promotion de l'audiovisuel, à la promotion des programmes pour le bonheur du téléspectateur. C'est une aubaine pour nous, les privés, de nous exprimer, de discuter avec nos partenaires qui sont les chaînes de télé pour leur dire quelles sont nos attentes et savoir ce qu'ils attendent de nous. Il y a également d'énormes possibilités à travailler entre chaînes publiques et ce 22e CFOL leur offre la possibilité de faire de bonnes affaires à travers la signature de contrats. Et l'exemple de cette coopération dans la production est donné à travers un projet de réalisation d'un film sur les chemins de fer de l'Afrique de l'Ouest. Le projet va regrouper 5 réalisateurs de la sous-région. C'est une initiative du CIRTEF, une première qui a été présentée aux participants au CFOR hier. Abdulaziz Yagibou. Lamine Koulibaly du Mali, Mahaman Suleiman du Niger, Mohamed Lamine Sissé de la Côte d'Ivoire, Oumar Ndiaye du Sénégal, et Raymond Tenderbego du Burkina. Ce sont ces 5 vétérans de la production audiovisuelle qui ont la noble mission
de mettre en commun leur savoir-faire pour traduire en réalité le projet de film documentaire de 90 minutes intitulé « Les chemins de fer en Afrique de l'Ouest entre histoire et espoir ». Un projet porté par le CIRTEF et dont la genèse remonte au CEFOR 2012 à Bujumbura. L'intérêt de cette coproduction internationale, retracer l'histoire des chemins de fer, jadis moyen privilégié de désenclavement, d'échange et d'intégration entre les peuples, mais aussi situer les enjeux qu'ils peuvent constituer pour une sous-région aujourd'hui en quête d'un développement durable. La question du chemin de fer est une question assez, assez émotionnelle pour notre sous-région. Qui n'a pas entendu parler de tout ce qu'il y a eu sur le chemin de fer Abidjan-Niger, le Dakar-Bamako. Il y a encore des récits, des anecdotes que nos parents, nos grands-parents se plaisaient à nous raconter sur le chemin de fer. Donc ce n'est pas quelque chose que nous pouvons enterrer comme ça dans la sous-région. À Ouagadougou, les réalisateurs commis à la tâche ont mis à profit la 22e édition du CEFOR pour pousser la réflexion en vue d'élaborer une feuille de route qui va permettre de conduire au mieux ce projet. Chaque réalisateur va faire un travail documentaire, de recherche, de repérage. Et ensuite, il y aura un atelier où tous ensemble, on va mettre en commun ce qu'on a au niveau des recherches afin de faire un scénario commun pour un film de 90 minutes. Nous allons approcher les partenaires financiers pour que cette coproduction, cette première coproduction internationale d'une telle envergure au CIRTEF puisse voir le jour. Prenant en compte les critiques et suggestions de ces professionnels de l'audiovisuel auxquels le projet a été présenté, l'équipe des 5 réalisateurs de la sous-région promet être au rendez-vous du CEFOR 2014 avec le prêt à diffuser. Un mot de sport à présent et nous nous rendons dans la boucle du Moun où, à la faveur de la 13e édition de la Coupe Jeunesse Unie de Nouna, notre équipe de reportage a fait un tour au stade provincial en construction. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la fin des travaux n'est pas prévue pour maintenant. Voyez le constat de Cheikh Karambiri. SOS pour le stade de Nouna. Et voici bientôt 2 ans que l'État burkinabé a décidé de doter la ville de Nouna d'un stade provincial. Et les moyens seraient dégagés pour cela, avec comme maître d'ouvrage Faso Bara, qui a confié le marché à une entreprise de la place. 2 ans après, la réalité est tout autre. Ce futur joyau sportif de Nouna a du mal à se débarrasser de ses hautes herbes dans le secteur 6 de la ville. Alors l'on se demande aujourd'hui qui fait quoi. Le chantier est arrêté. Le colonel-major Mamadou Traoré, promoteur de la Coupe Jeunesse Unie de Nouna, se fait le porte-parole de cette jeunesse silencieuse de Nouna. La population de Nouna a été très heureuse de savoir que l'État est en train de construire un stade moderne pour la province. Mais actuellement, à la faveur de la Coupe Jeunesse Unie, les gens m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi le chantier est arrêté. Et j'avoue que moi-même, je ne sais pas. Et il semble que c'est Faso Bara, en fait, qui est le maître d'ouvrage. Et il faudra peut-être que cette structure nous donne, en fait, des explications par rapport à l'arrêt des travaux. Les informations que moi-même j'ai eues à travers la petite enquête que j'ai pu faire, c'est que l'attributeur initial, je pense, a été défaillant. Il y a eu une sous-traitance. Malheureusement, il semble que ce dernier aussi est défaillant. Donc, on ne sait pas exactement où est le problème. L'appel, c'est que Faso Bara, en tout cas, essaie de revoir sa copie et de nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut changer d'entrepreneur? Est-ce qu'il faut obliger les attributeurs à reprendre le travail? En tout cas, la balle, je pense, est dans le camp de Faso Bara. Mais en attendant, les jeunes de Nouna peuvent continuer à s'exprimer sur le petit stade de Monseigneur Jean Le Sourd, tout en espérant que Faso Bara ne restera pas sourd à leur appel. En République centrafricaine, la paix et l'unité, c'est le souhait ardent des populations. Mais la réalité sur le terrain, c'est toujours les armes qui font la loi dans les rues.
Les anti-Balaka continuent de semer la terreur au sein des populations et aux grandes dames des autorités. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. Mais restez avec nous pour le compte rendu du Conseil des ministres et tout de suite après ce journal. À tout de suite donc.